représente le comité de soutien aux droits de l'homme en Iran. Depuis 2004, ce comité qui a été fondé par des victimes de la répression en Iran œuvre sans relâche pour défendre les libertés fondamentales du peuple iranien et dénoncer à l'échelle internationale les crimes du régime en place. Comme vous devez le savoir, la campagne Non à la peine de mort est une initiative d'envergure menée par les communautés iraniennes à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Cette campagne a connu une progression notable ces derniers mois, soutien de la majorité du Parlement britannique, de la majorité du Congrès américain, des deux partis, du Parlement italien, néerlandais, du Sénat irlandais, des parlements norvégiens, islandais et maltais. En France aussi, nous avons agi. A commencé le 8 février. Une grande manifestation a eu lieu à Paris pour cette campagne. Ensuite, nous avons lancé la campagne des 1000 maires qui ont signé et publié un texte similaire, parmi lesquels les maires de grandes villes comme Nice, Lyon, Montpellier, Bordeaux, Lille, ainsi que 7 arrondissements de Paris. Actuellement, nous menons aux côtés des députés français, membres du comité parlementaire pour un Iran démocratique depuis plusieurs semaines, une campagne pour obtenir le soutien des députés français à une déclaration similaire. Beaucoup d'entre vous y ont activement contribué. Pour nous, comme cela est établi depuis longtemps à l'échelle européenne, la peine de mort, même pour un criminel, est inacceptable. À notre époque, est inacceptable à notre époque. Mais au-delà de ça, ce régime exécute des personnes simplement pour leur opinion divergente. Des dizaines de prisonniers politiques sont dans les couloirs de la mort, condamnés sans avoir commis de crime, uniquement pour leur opposition au régime des mollahs. On compte aujourd'hui plus de 50 prisonniers politiques condamnés à mort. 2 d'entre eux, Mehdi Hassani et Behrouz Ehsani, accusés de soutien à l'organisation des Moudjahidines, ont vu leur demande de révision de procès rejetée pour la 3e fois. Ils ont été transférés il y a plusieurs semaines dans une section spéciale de la prison exposée à une exécution imminente. Récemment, Mehdi Hassani a envoyé un message depuis la prison à sa fille Mariam que je vous invite à l'écouter. Est-ce qu'on peut écouter le message de Mehdi Hassani? Oui. Merci. این رژیم 46 ساله ثروت کشور رو هزینه جنگ افروزی و سرکوب مردم ایران میکنه. من اگه الان تو زندان هستم و محکوم به اعدام شدم فقط به این دلیله که تحمل ظلم و ستم‌هایی که به این مردم و بچه‌های سرزمینم میشد رو نداشت و علیه ظلم و ستم ایستادم. اینها هیچ سندی علیه من ندارن و اجازه ندادن وکیلم به پرونده دسترسی پیدا کنه و مطالعه کنه تا تناقضاتی که در پرونده موجود است و افشا کنه. خود قناعتکار رئیس دادسرای مقدس به وکیلم صراحتاً گفته اجازه نمیدم وکیل به پرونده دسترسی داشته باشه. دخترم به باور من تمام بچه‌های ایران حق زندگی و راحت آزاد رو دارن.
و همونجور که همیشه تلاش کردم برای تو، خواهرت، برادرت چیزی رو کم نذارم، وظیفه خودم میدونم برای بچه ایران هم در حدی که میتوانم برایشان بجنگم. من آرزوی جز آزادی ایران و خوشبختی شما و مردمم ندارم. تاریخ نشون داده که ظلم و ستم ماندنی نیست و ستمگران در سمت اشتباه تاریخ ایستادن و مجبور به فنا هست. Alors, voilà, c'était la voix de Mehdi Hassani que nous avons écouté de la prison. Un message envoyé pour sa fille, très émouvant. Alors, aujourd'hui, nous avons l'opportunité exceptionnelle d'accueillir Mariam, la fille de Mehdi, qui est récemment sortie d'Iran et qui est présente avec nous aujourd'hui pour témoigner. Alors, nous allons l'écouter. Malheureusement, elle ne parle pas français, donc elle va parler en farsi et puis je vais essayer de traduire. Mariam, je vous écoute. مریم شما میخواد بفرمایید صحبت کنید. سلام، من مریم حسنی ام، 24 سالمه و نزدیک به 1 سال توی آلمان زندگی میکنم و دختر مهدی حسنی، زندانی سیاسی هم که 4 سال توی زندانه. من ترجمه میکنم. Bonjour, je m'appelle Mariam Hassani, j'ai 24 ans et je vis en Allemagne depuis moins d'1 an. Je suis la fille du prisonnier politique Mehdi Hassani, emprisonné depuis près de 4 ans et récemment condamné à mort. اتهام باعث شده پدر من امروز حکم اعدام داشته باشه. فقط و فقط عضویت تو سازمان مجاهدین خلق بوده. بابای من هیچ کار خشونت‌آمیزی انجام نداده. سند و مدرکی علیه بابام وجود نداره و خب صرف عقاید و باورهاش الان با حکم اعدام مواجهه. Alors, les accusations portées contre mon père et en réalité la raison de cette condamnation sont liées à son appartenance à l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. Mon père n'a jamais commis aucun acte de violence. Il n'existe aucune preuve ou document contre lui. Il est emprisonné et condamné à mort uniquement pour ses croyances. توی تمام این سالهایی که بابام داخل زندان بود، در واقع من به شکلی خارج از زندان اما اسیر این شرایط بودیم و خب نگرانیایی که برای بابا داشتیم و خب ترسی که داشتیم از جمهوری اسلامی باعث شد ما تمام این سالها متاسفانه سکوت کنیم. Pendant toutes ces années où mon père était en prison, nous aussi, en dehors, étions en quelque sorte prisonniers. La peur du régime iranien et l'angoisse constante pour la vie de mon père nous ont réduits en quelque sorte au silence. از وقتی بابای من دستگیر شد، شرایط بر خانواده من خیلی تغییر کرد. مادرم، خواهر و برادر کوچیک من مجبور شدن که زندگی رو بدون بابا ادامه بدن و خب من در واقع از اون حالت زندگی نرمال خارج شدم و زندگی همه ما تحت تاثیر این اتفاقه. La vie de ma famille a basculé dès l'arrestation de mon père, ma mère, mon petit frère et ma petite sœur ont dû continuer sans lui. توی تمام این سالها وقتایی بود که ما ناامید شدیم، افسرده شدیم و از ناراحتی شاید گاهی نتونستیم که جلوتر بریم، ولی همه دوستای بابام، همبندیاش و کسایی که میشناسنش از روحیه قوی بابام تعریف میکنن. Alors, au fil des années, nous avons souvent perdu espoir, sombré dans la dépression. Mais les amis de mon père ainsi que ses co-détenus me parlent toujours de sa force morale, de son humour et de ses éclats de rire. بفهم. همیشه اونا تعریف میکنن که بابام چقدر داشته. وقتی از شکنجه های طولانی
وقتی انفرادی بودن برای چندین مدت برمیگشتن، بابا حالشون رو خوب میکرده. حتی یه خاطره ای هست ازش تعریف میکنن وقتی که زندان اوین آتیش گرفته بوده، توی اون شب همه ترسیده بودن، بابا سعی میکنه که حتی جوک بگه، بقیه رو بخندونه و همه رو آروم بکنه. Il raconte même comment, après de longues séances d'interrogatoire et de torture, il remontait le moral de tout le monde et gardait toujours le sourire. Ils disent que même la nuit où la prison d'Evin a pris feu, il y a quelques années, mon père racontait des blagues pour apaiser les autres détenus. من بهش افتخار میکنم با وجود اینکه دستگیریش به صورت وحشیانه بود، بدون اطلاع قبلی اومدن با دستبند و چشمبند بردنش، با وجود اینکه ماها توی انفرادی بود، شکنجه شد و ما حتی نمیدونستیم کجاست، تا امروز قوی تر از قبل ادامه داده. Je suis fière de lui, malgré une arrestation brutale, des mois d'isolement, la torture, les menaces. Malgré tout ce qu'il a enduré, même aujourd'hui, alors que la peine de mort peut être appliquée à tout moment, il tient bon avec courage, fidèle à ses principes. حکم اعدام وقتی که گفته میشه شاید مثل یک کلمه ساده به نظر بیاد، ولی برای من، برای خانواده من، یعنی مرگ و زندگیه بابا. Quand on prononce peine de mort, cela peut sembler n'être qu'un mot, mais pour moi, cela signifie vie ou mort de mon père. من فراموش نمی کنم اون صبحی رو که با صدای زنگ گوشی بیدار شدم. مامانم زنگ میزد، گریه میکرد و میگفتش که بابا رو بردن زندان قزلحصار. میگفت که بردن برای اجرای حکم. Je n'oublierai jamais ce matin où je me suis réveillée au son du téléphone. Et ma mère pleurait et disait qu'on avait transféré mon père à la prison de Rezl-e-Sor pour exécuter sa peine. تا چند ساعت بعدش که ما مطمئن شدیم که بابا اونجا، چون حتی وکیلش هم اطلاع نداشت که الان داره چه اتفاقی میفته، ما توی شوک بودیم و بابا رو یه روز خیلی عادی سوار میکنن، انتقالش میدن، موهاشو از ته تراشیده بودن و بدون اینکه ما بتونیم حتی آخرین بار باش حرف بزنیم، آخرین ملاقات رو داشته باشیم، برده بودنش توی انفرادی. و من فراموش نمی کنم لحن وکیلو وقتی که به من زنگ زد و گفتش که ممکنه امشب شب آخر باشه و بردن که اعدام بکنن. Vous ne pouvez pas imaginer dans quel état nous étions jusqu'à ce qu'on soit certain plusieurs heures plus tard qu'il était encore en vie et en isolement. Et ils l'ont transféré un jour ordinaire sans prévenir, ils lui ont rasé les cheveux, l'ont emmené sans lui permettre une dernière visite avec sa famille. Et l'avocat a seulement pu me dire que cette nuit-là pourrait être la dernière. درک اون لحظه ها و اون اتفاقی که داشت میافتاد شاید براتون سخت باشه، ولی اون شب تا صبح از بدترین شبایی بود که من توی زندگیم سپری کردم و هر بار که تلفن زنگ میخورد من میترسیدم و اصلا جرئت نداشتم به گوشی نگاه کنم که نکنه اون خبری که ازش میترسم و بهم بدن، نکنه اون چیزی که منتظریم که با اذان بیفته اتفاق افتاده باشه. Attendez, je suis un peu perdue. Comprendre ce que nous avons vécu pendant ces heures-là est indescriptible. Imaginez une famille attendant l'appel à la prière du matin et redoutant l'exécution de son proche. Je n'osais même pas regarder mon téléphone de peur qu'on m'annonce que la sentence avait été appliquée. Et pendant des jours, à chaque sonnerie, mon cœur s'emballait. این شرایط خیلی وحشتناکه. این حس هنوز با من هست، این وحشت که گاهی وقتا هنوزم نگرانم که نکنه یه خبر بدی بشنوم. و خب این که بابا زندانی شده در واقع نه تنها روی زندگی خودش و کل خانواده ما تاثیر داشته و ما هر روز نگرانیم برای بابا.
Alors, cette situation dure depuis plusieurs mois et nous vivons avec cette peur tous les jours. Depuis cette nuit-là, chaque jour est hanté par une peur constante et nous ne savons pas ce que demain nous réserve pour notre Père. اعاده دادرسی بابا برای بابام رد شده، اما من میخوام بهتون اطمینان بدم که وقتی از زندانی ها صحبت میکنیم، وقتی صداشون رو میرسونیم، وقتی اسمشون رو نمیذاریم فراموش بشه، چه بابای من چه خیلی های دیگه، رژیم زیر فشار قرار میگیره و حداقل اتفاقی که میفته اینه که دست نگه میداره. Alors, la demande de révision du procès de mon père a été rejetée 3 fois et l'avocat n'a même pas le droit de consulter son dossier en détail. Mais je suis convaincue que la seule manière d'empêcher ces exécutions et cette brutalité, c'est de faire entendre la voix de mon père et celle des autres prisonniers dans les médias et l'opinion publique. Notre silence permettrait au régime de les faire disparaître dans l'ombre. میخوام ازتون خواهش بکنم که اسامی زندانی ها رو فراموش نکنید. کسایی هستن که برده شدن نامشون میتونه کمک بکنه که جونشون نجات پیدا بکنه و این برای من و برای خیلی خانواده های دیگه که عزیزاشون در بندن خیلی مهمه. توی کشور من اسمی از مجاهدین کافیه تا شما رو اعدام بکنن. Alors, j'en appelle à toutes celles et ceux qui entendent ma voix. Soyez la voix de mon père, criez le nom de chaque personne qui est condamnée à mort, que ce soit mon père ou les autres co-détenus. Ne les oubliez pas. Dans mon pays, en Iran, le simple nom de Mojahed suffit à valoir condamnation à mort. ممنونم آزاده جان، مرسی. متشکرم. Elle avait aussi mentionné que le seul crime de son père est d'être un sympathisant de l'organisation des Moudjahidines du peuple et que voilà, que le simple nom Mojahed suffit à valoir une condamnation à mort. مرسی مریم جان به خاطر صحبت‌های قشنگت که ما رو تحت تاثیر قرار داد. ممنون ازت. ممنونم. Alors merci Mariam pour son témoignage bouleversant. Moi-même, lorsque j'étais enfant, j'étais emprisonnée à Evin en compagnie de ma mère et je n'oublierai jamais ce souvenir, toute petite fille tenant la main de ma mère aux yeux bandés. Je l'accompagnais dans les couloirs d'Evin sous les coups des gardiens de sa cellule à la salle d'interrogatoire, alors de peur qu'elle tombe. Je lui tenais la main tellement forte parce qu'elle avait les yeux bandés. Et donc, tous ces témoignages, ces récits me rappellent les prisons d'Evin et tous les prisonniers politiques et ceux qu'ils ont endurés durant toutes ces années. Je remercie encore une fois Mariam pour son témoignage. Mais au-delà des expériences personnelles, la question à laquelle nous tenons de répondre aujourd'hui est pourquoi ce niveau d'exécution? Est-ce simplement dû à une vision médiévale du régime? Le régime n'a-t-il pas peur de ces condamnations internationales massives? Quel est son intérêt à intensifier encore ces exécutions? J'aimerais poser ces questions à notre invité, M. Afshin Alavi, membre du Conseil national de la résistance iranienne, qui est la plus ancienne coalition organisée de l'opposition iranienne à l'étranger. Monsieur Alavi, la parole est à vous. Bonjour. Nous Bonjour, entendons. vous entendez ma voix? Oui, 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 oui. très bien.
Bonjour et merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier Mariam pour son témoignage. Et je la salue en fait et de dire que nous aussi, nous sommes tous très fiers de son père et également fiers d'elle avec son courage et le courage de toutes les familles des prisonniers politiques condamnés à mort et ceux qui sont condamnés tout court à des peines très dures et très longues en Iran. Ce courage-là nous inspire. Et pour répondre à votre question, tout d'abord, il faut considérer que nous sommes en train de parler de chiffres monstrueux. Par exemple, 1000 exécutions en 2024 et depuis juillet dernier, la barre de 1300 exécutions est dépassée. Rien que dans les 2 journées du 1er et 2 juin, il y a eu 16 personnes qui ont été exécutées. Au mois de mai, on dénombre près de 176 personnes exécutées en Iran. Donc, ce rythme infernal d'exécution, comment se fait-il effectivement que le régime le continue malgré toutes les conséquences que ça a pour ce régime? Je dois d'abord peut-être faire un rappel historique. En fait, la peine capitale, surtout pour les opposants politiques, a existé du temps du Shah, de l'ancien régime. Elle est loin d'être un simple châtiment sous ces régimes dictatoriaux. Il sert en fait à instiller la peur à la population. Donc la torture et les exécutions aujourd'hui en Iran, ils sont un héritage de la dictature du Shah. Les infrastructures de la SAVAK, de la police politique du Shah, ont été conservées après la révolution et introduits au sein de l'organisme du ministère des renseignements du régime. C'est-à-dire le savoir-faire terrible du Shah et de la SAVAK ont été transmis fidèlement aux gardiens de la révolution et aux hommes de main de Khomeini après sa prise de pouvoir. Alors, les mollahs ont également tiré un enseignement fondamental de ce qu'ils appellent le plus grand terreur du Shah. Ça, c'est très important, c'est très fondamental de comprendre cet élément parce que c'est ainsi qu'on peut comprendre pourquoi le régime se comporte ainsi en la matière de la peine de mort et qu'est-ce qu'on doit espérer de ce comportement. C'est que à l'époque du Shah, sous la pression du président Carter, qui à l'époque voulait donner un visage moins criminel à des dictatures qui étaient fantoches ou sous emprise américaine, le Shah a été contraint de réduire la répression à la fin de son règne. Alors les exécutions et la torture dans une courte période ont diminué, même parfois cessé, et il espérait ainsi sauver son régime qui était devenu très impopulaire. Mais au contraire, ceci a été le signal de l'affaiblissement de son pouvoir et le peuple en a profité pour le renverser. Alors, les mollahs aujourd'hui, ça c'est le point important, les mollahs ont tiré les leçons de cette expérience et ils ont compris que s'ils veulent rester, ils doivent réprimer avec cruauté. Donc, ceci est devenu un pilier majeur de la survie du régime. L'autre pilier étant l'exportation de la révolution ou de l'intégrisme religieux dans la région et dans le monde par les moyens du terrorisme, des guerres directes ou par procuration que ce régime a engendré. Mais revenons et concentrons-nous sur le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce pilier de répression. En effet, le régime exécute pour semer donc la terreur. Un grand nombre des exécutions sont bien sûr des trafiquants de drogue, mais il s'agit de petits trafiquants, c'est-à-dire les gros trafiquants et les cartels sont aux mains des gardiens de la révolution. Donc en les exécutant, le régime supprime les petits rivaux
mais surtout, il sème la terreur partout. L'exécution des délinquants ou des délinquants juvéniles est dans le même but, des exécutions sous de faux prétextes d'espionnage ou autres. Nous avons eu des cas aussi que des opposants ont été exécutés sous fausses accusations de trafiquants ou d'espionnage pour l'étranger. Et je veux conclure que, en conséquence, toutes ces exécutions en Iran sont en fait un seul instrument au service du maintien du régime par la terreur. Mais plus directement en matière politique, comme on vient de l'évoquer avec le cas de Mehdi, la cible prioritaire du régime a toujours été le mouvement d'opposition la plus organisée, c'est-à-dire les Moudjahidines du peuple d'Iran, qui est perçu par ce pouvoir comme la menace existentielle la plus grave à son pouvoir politique. Alors, si l'on scrute un peu la liste des détenus politiques exécutés ou condamnés à mort, on constate d'abord, bien sûr, un grand nombre de membres des minorités ethniques, qui sont souvent aussi des minorités religieuses, comme les Baloutches. Il y a eu beaucoup de Baloutches qui sont d'obédience sunnite, qui ont été tués, particulièrement ces derniers temps en Iran, dans les prisons, des Kurdes. Il y a 3 femmes kurdes qui sont actuellement condamnées à mort en Iran. Mais quant aux organisations politiques, c'est-à-dire aux formations politiques d'opposition, de résistance, la majorité des condamnations sont en fait visent en fait les partisans de l'OMPI. Cette organisation en fait est liée à la longue lutte contre Khomeini. Ça ne date pas que d'aujourd'hui. Les exécutions massives depuis l'été 1981 ont massacré des milliers de membres et des militants ou de sympathisants de ce mouvement. Puis il y a eu le fameux massacre de 1988. En l'espace de quelques mois, plus de 30 000 personnes prisonniers en fait, ont été exécutées. Ils sont intrinsèquement associés au nom des Moudjahidines du peuple, ces exécutions. D'après des documents du procès de Stockholm d'un des criminels de ce massacre, Hamid Nouvi, et les rapports d'Amnesty International, en fait, des éléments de ce massacre sont aujourd'hui établis et documentés. Et, il y a parmi les victimes plus de 90% qui sont en fait exécutés pour leur appartenance à l'OMPI. L'élément important, c'est que le rapporteur spécial de l'ONU en matière des droits de l'homme en Iran, le professeur Javed Rehman, a parlé dans son dernier rapport avant qu'il quitte cette fonction, un rapport très détaillé dans lequel il qualifie ce massacre de crime contre l'humanité et de génocide. En fait, les Moudjahidines du peuple ont été victimes d'un génocide sous ce régime. Et ils continuent à l'être. Alors, on peut se poser pourquoi cet acharnement de ce régime contre ce mouvement. Bon, tout d'abord, c'est parce que l'existence de ce mouvement était la négation du pouvoir de Khomeini, du khoménisme, de ses idées, de cette version intégriste et extrémiste de l'islam que représentait ce califat, et en face donner une image de gens qui voulaient, tout en, comment dirais-je, évoquant justement leur croyance, leur religion, de dire qu'ils sont pour la séparation de la religion et de l'État, pour un État laïque, pour l'égalité des sexes, pour la liberté des consciences,
pour que le suffrage universel soit la référence, la plus haute référence, justement, le plus haut critère, et autant de principes qui, pour le régime, étaient totalement dangereux. Donc, il voulait absolument anéantir cette pensée, cette philosophie qui tenait tête face à ce régime. D'autre part, le régime a réussi au fil de 47 ans de règne, et la férocité de la répression a éliminé un par un toutes les formations d'opposantes qui ont fleuri après la chute du Shah et qui aujourd'hui sont pratiquement inexistants à l'intérieur du pays, sauf que cette organisation politique a pu résister à ces vagues de répression, et elle est aujourd'hui le mouvement le plus structuré que le régime n'a pas pu justement faire oublier, et la nouvelle génération est attirée par cette persévérance et cette résilience face aux ayatollahs. Alors, par conséquent, j'ajouterai un petit point également avant de passer la parole pour pas être très long. On pourra rebondir après sur des éléments ou dans les questions. C'est que vu que physiquement le régime n'a pas réussi à éliminer ce mouvement, donc il continue bien sûr à condamner à mort, à faire en sorte que toute approche vis-à-vis de ce mouvement soit très durement réprimée. Le mot Moudjahidine du peuple est un mot tabou en Iran. Le régime fait tout pour essayer de faire en sorte que personne n'ose s'y approcher. Mais face à l'échec de la répression physique, depuis les années 90, le régime a mis en place une stratégie de désinformation, de diabolisation dans les esprits en Iran, mais également à l'étranger. C'est-à-dire que par des stratégies de lobbying, d'influence, d'infiltration, même dans des parlements, dans des médias occidentaux, essayer de faire véhiculer des images totalement déformées sur ce mouvement pour créer le doute et empêcher justement qu'il y ait une mobilisation, en particulier contre le régime, mais aussi contre les exécutions en Iran, comme il se doit, de manière efficace. Alors, par exemple, quand il y a une déclaration comme celle qui est en cours aujourd'hui, il y a certains qui disent bon, on va pas signer contre les exécutions en Iran parce que finalement, ceci va rendre service à des opposants au régime ou servir l'OMPI. Et le résultat, c'est qu'on amène à neutraliser l'adoption d'un texte puissant qui aurait pu, par exemple, dans telle ou telle assemblée, déranger sérieusement le régime des mollahs. Alors, malheureusement, cette politique d'ingérence est active. Elle essaye de faire en sorte que le régime puisse être sauvé des condamnations successives et des condamnations efficaces avec des mesures concrètes. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment peut-on être contre la peine de mort en Iran, être contre le régime des mollahs, mais censurer les principaux concernés et les principaux victimes, à savoir les membres de l'OMPI. Là, c'est une question morale que, justement, personne n'y pense à répondre et ça justifie souvent beaucoup de silence vis-à-vis de ce qui se passe en Iran. Voilà, je vais essayer de m'arrêter là, sinon je vais être très bas et on pourra continuer après si vous voulez. Merci infiniment, Afshin, pour votre intervention et un bel éclairage sur ce sujet très complexe et peut-être parfois mal compris ou mal interprété par l'opinion publique. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous ce soir Simin Nouri, une femme exceptionnelle qui a consacré de longues années de sa vie à la cause des droits des femmes. Elle est la fondatrice et la présidente
de l'Association des femmes iraniennes en France depuis plus de 25 ans et qui suit de près la situation des exécutions, de la répression et des femmes prisonnières en Iran. Elle publie chaque mois des rapports statistiques à ce sujet et sur la situation des droits humains en Iran. Simine, à toi la parole. Bonjour à tout le monde. Je voudrais remercier Mariam pour son témoignage qui m'a permis d'être la voix des prisonniers en Iran. En fait, c'est une réalité tragique, mais trop souvent ignorée. Le régime iranien détient le triste record mondial du nombre de femmes exécutées. Même dans les pays où la peine de mort est en vigueur, l'exécution des femmes dépasse rarement 1 ou 2 par an. En Iran, 34 femmes ont été pendues en 2024, 20 femmes exécutées depuis le début de l'année 2025 et 8 femmes en seul mois de mai. Il faut toujours rappeler que derrière chaque chiffre, il y a un visage, une vie, une famille. Le nombre réel d'exécutions peut être beaucoup plus élevé. Les autorités iraniennes, vous savez, refusent de fournir les statistiques publiques sur les exécutions et les condamnations à mort. Plusieurs femmes détenues, même des prisonnières politiques, sont actuellement dans le couloir de la mort. Ces chiffres glaçants indiquent la violence d'État et la répression systématique exercée en particulier contre les femmes. La violence d'une intensité et d'une ampleur qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Lors du soulèvement national, on peut dire, et populaire en 2022, le monde était témoin que le régime de Khomeini s'est abattu le tranchant de sa répression sur les femmes et les jeunes filles. Il faut insister sur le fait que la lutte des femmes iraniennes ne se limite pas à la question du voile obligatoire ou aux libertés civiles. Sans retracer ici la lutte plus que centenaire des Iraniennes pour leurs droits, bien qu'elle mérite notre attention afin de mieux saisir la situation actuelle, les femmes, les mères et les filles ont participé activement dès le départ dans la révolution contre la monarchie en 1979. Et ces 3 générations étaient et sont actuellement des actrices majeures de la résistance politique au régime des mollahs. Comme exemple, je reviens sur ce qu'a dit Afshin. Des milliers de femmes parmi les moudjahidines du peuple étaient victimes du massacre des prisonniers politiques en 1988. Dans certaines prisons, il ne restait pratiquement aucune survivante. Il y a à peine un mois, un enregistrement audio inédit a été diffusé par la BBC, dans lequel Ayatollah Hossein Ali Montazeri, alors successeur désigné de Khomeini, s'adresse aux responsables de ces exécutions massives. Montazeri dit, je cite, « Vous avez amené 300 filles moudjahidines et vous les avez toutes exécutées. Parmi elles, il y avait aussi une Française. Si vous ne l'aviez pas tuée, au moins, on aurait pu s'en servir comme levier de négociation avec la France. » Fin de citation. Le régime, pleinement conscient de sa nationalité, a néanmoins choisi à l'exécuter. Aujourd'hui encore, les prisonnières politiques, surtout celles affiliées à l'OMPI, à l'Organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran,
dans l'ombre des projecteurs, loin des caméras et des discours officiels, restent les cibles d'une répression brutale et féroce dans les geôles surpeuplées et insalubres de Khomeini. Elles subissent, ces femmes, non seulement des peines de prison injustement longues, mais sont également privées de soins médicaux malgré leurs problèmes de santé souvent très, très graves. Je pense notamment à Mariam Akbari Monfared, Marzieh Farsi, Azar Karvandi, Zeynab Jalalian, Rahele Rahemipour و ریشا مرادی، هدا مهرگانفر، ارغوان فلاحی، مرضیه غفاریزاده, qui continuent de lutter avec courage, avec dignité. Comme Mariam a dit, il ne faut pas oublier, il faut répéter leur nom. Et nous, ici, avons le devoir de faire entendre haut et fort leur voix, de transmettre leur histoire, leur résistance, et surtout, mesdames et messieurs, de faire en sorte que le monde les entende. Je vous remercie. Merci beaucoup, Simine, pour ton intervention et pour ton éclaircissement sur ces sujets très importants. Monsieur Alabi, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter? Oui, en fait, je remercie en fait ces détails très importants que Simine a soulevés, notamment sur la part de la répression qui s'abat sur les femmes, qui est essentielle et fondamentale en Iran, et aussi sur le fait que ces femmes participent activement à la résistance à tous les domaines, et je dirais même que sur le terrain, elles dirigent la résistance, notamment dans les unités de résistance qui existent. Je voulais rebondir sur un point que j'ai évoqué, c'est le fait que sur la question du fait que beaucoup de ces détails, nous les voyons très peu souvent dans les médias. Ici en France ou même dans d'autres pays, c'est pas très très différent, et c'est parce que justement l'image qu'on a de l'Iran, de la répression, de la résistance, elle est extrêmement réduite à quelques aspects qui sont essentiels, qui sont importants certainement, mais qui ne sont pas l'ensemble de la réalité. Et on a surtout constaté qu'il y a une sorte de moumédance dans les médias et dans certains milieux de la diaspora. C'est-à-dire que dans des médias ou dans des gens qui se présentent en fait parfois comme des opposants pour jouer les opposants, surtout depuis très peu de temps, alors que ce régime existe depuis 47 ans avec tous ses sévices. Et, des gens ou des médias qui ménagent les mollahs ou reprennent ces discours sur les opposants principaux en les traitant de la même manière que la propagande du régime le fait. Cela souvent a pour résultat de perturber l'image de la réalité et donner une apparence qui n'est pas tout à fait réelle. Souvent, il y a eu jusqu'à des journalistes qui ont accepté uniquement de se limiter à certaines apparences qui ne nuisent pas au régime, mais juste donner l'apparence de critiquer le régime sans aller sur l'essentiel, uniquement parce qu'ils avaient besoin d'un visa ou d'une interview ou d'autres relations avec des factions du régime. Et ceci est aujourd'hui en train d'évoluer, mais il faut savoir que
On a parfois des discours qui sont critiques, comme ce que nous avons entendu auprès des gouvernements au moment du soulèvement de 2022 ou après, mais qui sont juste des condamnations verbales. Et quand il s'agit de prendre des mesures concrètes, comme le régime sur le plan diplomatique, sur le plan comment dirais-je, de coupure de relations ou de boycott et de condamnation de ce genre, là, il n'y a pas de mesures concrètes qui sont prises. Et par exemple, en Europe, depuis un certain temps, malgré les efforts qu'il y a, par exemple, l'Union européenne refuse de placer les gardiens de la Révolution sur la liste terroriste, par exemple. Voilà, je voulais juste ajouter cela à ce qui vient d'être dit. Voilà, moi, j'ai terminé. Merci Afshin pour avoir soulevé ces points très importants en fait pour comprendre la réalité des faits. Alors, je voulais aussi, dans ce contexte, vous inviter à écouter les déclarations de plusieurs députés français prononcées la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Ce sont des soutiens de longue date à la résistance iranienne qui connaissent bien les manœuvres et les tactiques du régime iranien, justement vis-à-vis de l'opposition iranienne et de tout ce qu'il fait. Donc, je vous invite à regarder ce vidéo de quelques minutes. Chère Christine Arrighi, nouvelle présidente de notre comité parlementaire, chers collègues, vice-présidents, députés qui sont présents, mesdames, messieurs, les mots que je vais prononcer, ils viennent du cœur, je ne les adresse pas à vous. Je les adresse à tous ceux qui, en Iran aujourd'hui, mènent le combat de la résistance. Ceux qui sont dans des foyers, dans leur maison, qui se cachent, mais qui écoutent et qui auront peut-être les messages que nous transmettons aujourd'hui. Les étudiants qui peuvent se réunir dans leur université, les ouvriers dans les usines, les paysans dans les villages. Quand nous avons choisi cette date du 27 mai, je ne suis pas sûr que nous étions conscients que nous choisissions une date qui avait une valeur symbolique. Ce pont que moi j'établissais dans ma tête ce matin, entre ma manifestation de ce matin et cette réunion de ce soir, ben le pont, c'est aussi celui que l'on doit construire, ou du moins avoir conscience, entre la résistance française et la résistance que vous conduisez contre les mollahs en Iran. Parce que, quand on sait ce qui s'est passé en France, quand on pense à ces jeunes qui partaient à 18 ans, mon père a été un résistant parmi d'autres, qui abandonnaient leur famille, et à qui d'ailleurs on pouvait reprocher qu'ils abandonnaient leur famille pour combattre. On a lu ce matin la lettre d'un jeune qui écrivait à ses parents, qui s'excusait de les avoir laissés. Il allait mourir quelques minutes après. Ceux qui ont connu la prison, la torture, ceux aussi qui ont été déportés. Et c'est pour ça que le monument devant lequel j'étais ce matin s'appelle « Rempart contre l'oubli ». Et vous avez un rempart contre l'oubli. Je l'ai dans ma bibliothèque, quand je lève la tête, je le regarde avec émotion. C'est le souvenir des martyrs. Celui-ci aussi. C'est le souvenir des martyrs. On parle des dizaines de milliers de morts dans la résistance française, des fusillés, des déportés, les torturés aussi, ceux qui sont venus très diminués. Même vous avez ces dizaines de milliers qui ont été sacrifiés. Et je crois qu'il faut qu'on pense à eux le jour où en France on commémore la résistance. Le jour où c'est l'anniversaire, vous l'avez dit Madame la Présidente, de cette réunion qui a lieu dans un appartement parisien à l'appel de Jean Moulin, qui représentait le général de Gaulle, avec 17 organisations de sensibilités différentes. Et même si
sans être iranien, mais j'y suis un peu de cœur, j'aurais tendance à reprendre en direction de ceux qui luttent en Iran, reprendre les propos qui ont été les propos de Louis Aragon. Dans un de ses poèmes, je voulais seulement en lire quelques lignes, je le lis même si. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat. Et on sait que vous, on va vous reprocher du terrorisme, on va vous reprocher d'avoir brisé des familles peut-être, on va vous reprocher je ne sais quoi encore, comme les résistants français, on leur reprochait d'être des terroristes, on leur reprochait de casser la République. Et c'est pour ça que cette force de la résistance que vous avez, eh bien, nous on ne peut que la saluer, et établir le lien avec notre propre résistance. Alors, nous arrivons à la fin des interventions. Toutes les personnes qui devaient parler sont intervenues. Je voudrais maintenant donner la parole à celles et ceux qui souhaitent dire quelque chose ou poser une question. Je pense que ce sont des questions, ce sont des sujets qui relèvent beaucoup de questions. Si éventuellement vous avez encore des questions à ce sujet, n'hésitez pas, levez la main et nous vous donnons le micro. Donc, si quelqu'un voudrait prendre la parole. Alors. Oui, Lilo et Isabelle est là. Ok, très bien. Bonjour Lilo, je vous écoute. Bonjour, je m'appelle Inès et vous avez parlé de la résistance française. Vous avez évoqué un lien avec la résistance française. Donc, est-ce que vous croyez en la résistance armée? Alors, je laisse peut-être Monsieur Alavi pour répondre à cette question. Oui, bonjour. Bonsoir, en fait. Alors, la résistance iranienne depuis juin 1981, où le régime a massacré une manifestation pacifique de 500 000 personnes à Téhéran. Donc, elle est toute forme d'opposition, comment dirais-je, parlementaire ou pacifique à ce régime a pris fin ce jour-là. Et donc, le peuple iranien est rentré en résistance face au régime des mollahs. Cette résistance, quand les moyens lui étaient donnés, ont été armés. Cette résistance a été reconnue après qu'il y a eu l'étiquette terroriste qui a été collée à la résistance à la suite de complaisance avec le régime. Il y a eu des plaintes qui ont été portées auprès des tribunaux contre cette étiquette que le régime de Mollah a collée à la résistance, comme les nazis collaient à la résistance française. Et finalement, toutes les décisions de justice ont abouti au fait que la résistance qui a été menée en Iran, est une résistance qui n'est pas du terrorisme, mais de la résistance face à la tyrannie. Et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce droit de résister contre la tyrannie est reconnu à tout peuple. Donc, le peuple iranien ne se prive pas de faire usage de tous les moyens pour renverser ce régime. C'est ce régime qui établit quels sont les moyens qui sont nécessaires. Si, par exemple, à la suite de manifestations, ce régime abdique et quitte la scène et accepte le suffrage universel, bien sûr, et qu'il n'y a pas besoin de prendre les armes, tant mieux. Mais malheureusement, au fil de toutes ces années, nous avons vu y compris dans le soulèvement de 2022, une sorte de révolution de velours, comme il a existé dans les
pays de l'Est à la suite de l'effondrement du mur, en Iran n'est pas possible. Il n'est pas possible parce qu'on l'a vu, parce que par la répression, il empêche justement, et jusqu'au bout, il se bat, et ce n'est pas possible précisément pour la raison que j'ai expliquée au début, c'est-à-dire que cette expérience que les mollahs ont, et ils ne sont pas prêts à abdiquer, et donc jusqu'au bout, ils vont faire usage de la répression. Voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question ou non. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est le régime qui impose la résistance au peuple iranien. C'était, comme l'a dit Nelson Mandela, comme le disait Nelson Mandela, c'est l'ennemi qui fait le choix des moyens. Exactement. Donc voilà, ici, le régime iranien nous oblige en quelque sorte pour ce moyen. Maintenant, je vais donner la parole à Isabelle. Si vous pouvez ouvrir votre micro, Oui. Isabelle. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais d'abord saluer chacune et chacun et remercier Mariam, c'est ça, en particulier pour son intervention. En fait, je réfléchissais aux difficultés rencontrées auprès du Parlement français. Alors, je m'explique, moi j'ai une formation de juriste. Et nous avons une très longue histoire avec les mouvements de résistance, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que la France, en son temps, quand le régime du Shah était en place, a tenté d'aider un certain nombre de mouvements de résistance contre le Shah. Et de la même manière, quand il y a eu les problématiques en Syrie, la France, un certain nombre d'éléments de France ont tenté d'aider à l'organisation des résistances avec des divisions à l'intérieur, etc. Et ce qui est devenu compliqué, alors je ne valide pas du tout la position des députés qui jouent les frileux, mais je dis simplement, ce qui est devenu compliqué, c'est qu'il y a une forme de mini-traumatisme, c'est-à-dire que certains députés se sont vus reprocher en leur temps, finalement d'avoir fait le chemin de Khomeini. On a renversé le Shah, mais on a eu Khomeini. Et de même, ils ont eu des difficultés. On voit le débat aujourd'hui avec le nouvel homme fort de Syrie, où il y a des inquiétudes qui sont manifestées, à tort ou à raison. Moi, je suis ravie que Bachar el-Assad soit parti. Et je suis ravie que la résistance syrienne puisse prospérer. Mais je dis que ça crée une petite difficulté qui explique la petite musique qu'entend Jahed, c'est ça, chaque fois qu'il présente ses signatures, parce qu'on ramène à des qualificatifs divers et variés qui traînent, etc., indépendamment de toute pudibonderie de certains, etc. Donc, il me semble que peut-être l'un des éléments clés à rappeler à tout député, je dis bien tout député, quelle que soit l'appartenance, droite, gauche, centre-milieu, voilà, qu'il aime ou pas les moudjahidines, je vais caricaturer, peu importe. La France a aboli la peine de mort en 1980. En France, toute personne, femme, mineure, handicapée, terroriste, je dis bien terroriste, à supposer qu'on qualifie tel ou tel emprisonné en Iran de terroriste. La peine de mort est abolie chez nous. Nous avons adopté tous les protocoles facultatifs contre la peine de mort. Aucune personne au monde, y compris les trafiquants de drogue, n'est censée être exécutée. Et des gens qui sont qualifiés de terroristes simplement pour des raisons de, comme vous l'avez dit, de délit d'opinion maquillé. Mais si, dès lors on est contre la peine de mort, de toute façon, le débat du dire oui, mais celui-là, vous comprenez, c'est parce qu'il est ceci ou parce qu'il est cela, ça peut aider à limiter cette espèce de petite musique, parce qu'on revient à nos fondamentaux qui sont en France et en Europe. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point qui me paraît important, s'agissant effectivement
du droit de résistance à l'oppression qui a été parfaitement rappelé, c'est-à-dire que on a affaire à un régime qui tue tout, comme faisait Bachar al-Assad. D'ailleurs, toute personne qui manifestait, qui émettait une opinion, est faite pour être détruite, ou pire, entre les deux. Peut-être qu'en revanche, je vois une difficulté, mais qu'on peut peut-être contourner, qui est que dès lors qu'on fait la demande de qualifier l'organisation des gardiens de la Révolution, qui est un pilier du régime, de terroriste elle-même, en fait, l'inscrire sur la liste des terroristes, on va forcément rencontrer une immense résistance puisque c'est une organisation officielle d'un pouvoir en place avec lequel nous avons maintenu, à tort ou à raison, des relations diplomatiques. Donc moi, je verrais plutôt la chose de la façon suivante, lier cette reconnaissance à ce qui s'est passé dans le cadre soit de procès en France, comme on vient de le faire pour les Syriens, puisque je rappelle que des Syriens ont obtenu la possibilité de faire juger en France ce dont ils ont été victimes ailleurs. Et de dire, on réclame cette qualification dans le cadre des procès qui auront lieu à la chute de ce régime. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, exactement comme pour les organisations nazies, les gardiens de la Révolution, enfin l'organisation des gardiens de la Révolution et toute autre organisation similaire qui aura soutenu le régime devra être qualifiée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire enfin je dirais pas monstrueuse, mais en tout cas de criminelle à l'égard de son propre peuple, et donc encourir, relever de la justice nationale ou internationale, ça c'est pas à moi d'en juger, mais je pense que ça serait peut-être une façon de jouer en différé si ça ne passe pas en premier plan, c'est de dire, nous, de notre point de vue, en tant que résistants iraniens, nous considérons que cette organisation qui est au soutien de la violence exercée au quotidien contre de simples civils, des gens qui manifestent, qui existent, etc., nous considérons qu'il relève des mêmes qualifications et des mêmes sanctions que celles qui ont été retenues contre le régime nazi, contre le régime nazi et ses sbires. Et peut-être que ça c'est la même chose, mais ça passerait peut-être un peu mieux. Je ne sais pas si je suis claire dans ma présentation. Excusez-moi, je suis longue. Non, c'est très bien. Non, je pense que c'est compris. Afshin, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, merci beaucoup Isabelle pour ces explications. En fait, vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire que certainement il y a des obstacles dans les esprits, notamment aujourd'hui quand on parle d'une résistance ou d'un pays lointain où il s'agit de prendre un engagement. Mais effectivement, ce qui rend faisable cet élan de solidarité, c'est la question de la peine de mort et contre lequel, justement, je pense un des éléments importants, c'est que je pense que c'est rare dans l'histoire où un mouvement de résistance comme la nôtre, avant même d'avoir renversé la dictature ou le régime de type fasciste qui existe, et déclaré qu'il est contre la peine de mort. C'est-à-dire que, alors que c'est nos condamnés à mort, nos militants sont aujourd'hui même dans les prisons de crime en train d'être condamnés à mort. Je pense que ça, c'est un gage très important qui doit être pris en compte par n'importe quel observateur. Et c'est trop facile de se désister de cette responsabilité d'hommes et de femmes libres ou de députés ou d'hommes politiques et dire je ne vais pas m'engager dans cette question parce que il y a eu tant de révolutions dans le monde qui n'ont pas abouti ou qui ont donné pire. Le Shah a été renversé, Khomeini a été encore pire que le Shah. Et ça ne blanchit pas le Shah. Non, ça blanchit personne.
et ça ne permet pas non plus à quelqu'un qui prétend avoir des valeurs d'humanité de se désengager, d'aider ceux qui luttent contre Khomeini. Ça, c'est pour souligner ce que vous venez de dire. En fait, c'est pas en contradiction ce que je viens de dire. On est complètement complémentaires. La deuxième chose, c'est que tout simplement, bon, moi, j'ai vécu aussi l'époque de Khomeini. J'ai vécu quand Khomeini a été à Neauphle-le-Château. J'ai vécu aussi cet élan qui existait, etc. Mais il y a un fait qu'il faut historiquement en tirer les conséquences. Le fait est que Khomeini, quand il était à Paris ou en exil, il ne s'est jamais vraiment engagé pour la démocratie. Il ne s'est jamais engagé. Il a dissimulé le projet qu'il voulait avoir. Il n'a pas présenté ce projet. Et donc, il a dit tous ensemble, tout le monde ensemble, ça veut dire tout le monde avec moi. Et ensuite, quand il est arrivé en Iran, il a décapité pratiquement tout le monde avec qui il avait fait alliance. Et donc, le projet n'était pas clair. Et il fallait lui poser la question, quel est ton projet? Bien sûr, à cette époque-là, à la fois au niveau des intellectuels français ou étrangers ou des intellectuels iraniens ou la population iranienne, tout le monde a été dupé, c'est vrai. Mais tirons les conséquences de ce, pas dans le sens négatif, mais dans le sens que de se poser, bon, il faudrait qu'on pose cette question à la résistance iranienne aujourd'hui, au Conseil national de la résistance, quel est son projet? Et étudier ce projet-là. Le Conseil national de la résistance est ouvert à ce dialogue. Et il a présenté un projet, il a un programme. Il y a les 10 points de Mariam Rajavi, en fait, ce sont uniquement les titres de ce programme. Ce sont les éléments qui résument en fait ce que nous voulons faire dans l'Iran de demain et nous nous sommes engagés là-dessus, notamment l'abolition de la peine de mort, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment le suffrage universel, notamment le fait que personne ne doit avoir pour sa religion ou pour sa croyance une suprématie sur d'autres. Alors, ça c'est un point important qu'il suffit que chacun étudie ce programme. Par exemple, le Conseil national de la résistance déclare pour la période de transition que le gouvernement provisoire qui sera nommé que pour 6 mois. Vous avez donné l'exemple de la Syrie. À ma connaissance, je pense que les nouveaux dirigeants de la Syrie ont appelé à une période de transition de 5 ans. C'est leur droit. On va voir ce que le peuple syrien va faire et donc on ne juge pas. Mais en ce qui concerne la résistance iranienne, il dit « Je m'engage au bout de 6 mois de passer la main à un parlement élu au suffrage universel. » Et le CNRI, le Conseil national de la résistance et le gouvernement provisoire sera dissous. C'est des engagements pris aujourd'hui et donc qui sont… tout le sacrifice de cette résistance pendant tous ces 47 ans est le garant de cet engagement. Donc, je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses qui n'ont rien à voir entre eux dans les esprits des gens qui en fait, tout simplement, voudraient se dérober d'une responsabilité en avançant cela. Il suffit d'étudier pour savoir que cette résistance n'est pas terroriste. C'est très facile à démontrer parce qu'il y a eu tellement de jugements dans des tribunaux des pays européens qui l'affirment. Le non-lieu du pôle antiterroriste français, des juges terroristes français, il dit noir sur blanc que ce mouvement n'est pas un mouvement terroriste, c'est une résistance face à la tyrannie. Et donc, tout cela, ce sont des gages qui nous permettent. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de répondre sur la question des gardiens de la Révolution. Juste un mot, que les gardiens de la Révolution, ce n'est pas l'armée officielle du régime. Il y a une armée officielle et à côté de cette armée officielle, il y a cette milice qui a été constituée par le régime et qui n'a même pas le nom d'Iran. C'est-à-dire les gardiens de la Révolution, ça s'appelle les gardiens de la Révolution islamique, dont la tâche est uniquement d'exporter le terrorisme et comment dirais-je, l'intégrisme
à travers le monde. Il n'a même pas le nom iranien. Donc, par ceci nous permet précisément de le mettre sur la liste terroriste. Merci beaucoup Afshin pour vos explications. Juste j'aimerais rajouter quelque chose parce que c'est quelque chose qu'il faut pas oublier en ce qui concerne les gardiens de la révolution. L'ironie de sort, c'est que vous avez parlé de la dictature du Shah. Et ben le fils du Shah qui n'est plus, qui est parti, qui a été renversé, aujourd'hui compte sur les gardiens de la révolution pour assurer l'ordre après le régime des mollahs. Donc, il faut réfléchir à ça aussi, c'est très important à comprendre un petit peu à qui on a affaire. Voilà, je ne vais pas être longue, je vais donner la parole parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent parler. Je vais donner la parole à Alban, si possible, d'ouvrir le micro. Oui, il bonjour. nous reste quelques minutes. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Très bien. Je vous en prie. Je suis ravi d'avoir pu participer à votre conférence et je salue effectivement la résistance de tous ceux qui œuvrent contre cette tyrannie, en l'occurrence islamiste, qui opère en Iran et qui n'a rien de perse, comme vous avez eu la judicieuse occasion de le faire remarquer. J'aimerais rebondir sur quelques points avant de parler d'une question stratégique concernant votre résistance. Je ne trouve pas ça correct de comparer sous le terme terrorisme des gens qui, en Iran, risquent leur vie pour œuvrer contre des tyrans et des gens comme Salah Abdeslam en France qui ont œuvré à la mort de citoyens innocents au nom d'une idéologie obscurantiste et qui aujourd'hui peut profiter de son enfant en prison aux frais du contribuable français. Donc je considère que si la peine de mort ne doit pas être appliquée contre des gens innocents, le fait que nous ayons eu en France par nos forces de l'ordre à exécuter des terroristes n'est pas forcément à mettre sur la même ligne de compte, même si le débat peut tout à fait être ouvert. La deuxième chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est que la France a une part de responsabilité, et je le dis en tant que patriote, dans la situation en Iran. Il faut savoir que le Shah d'Iran était un pion américain qui était mis en place sur le jeu de la guerre froide. Les Français ont voulu placer leurs propres intérêts en place, et contre le communisme, là encore, en plaçant l'ayatollah Khomeini. Les gens disent, pour s'excuser, que l'ayatollah Khomeini joue un double jeu. Personne n'était sans savoir que l'ayatollah Khomeini représentait un islam rigoriste, un intégrisme religieux, et que le placer au pouvoir entraînerait forcément le massacre d'innocents. Donc, je ne renie pas, bien sûr, l'amour que j'ai pour mon pays, mais je me permets de contester les décisions politiques de l'époque dont souffrent actuellement les Iraniens et par la même occasion tous les peuples du monde qui subissent ce genre d'oppression. J'aimerais porter mon attention, et je terminerai là-dessus pour faire court, sur une question stratégique à vous poser, puisque l'Europe ne semble pas très disposée à répondre à ce genre de lutte et que la France semble perdre le rapport de force concernant la lutte pour la laïcité, la démocratie et l'occidentalisme. En tout cas, c'est ce que je perçois, puisque tous ceux qui luttent pour sont calomniés ou semés de parjures. J'aimerais savoir par rapport aux États-Unis, qui sont parmi les premiers fers de lance contre le nucléaire iranien, j'aimerais savoir quels sont vos contacts par rapport à eux, quel est votre plan de rapprochement et votre façon de convaincre l'administration Trump, qui, si malheureusement elle a reconnu l'actuel dirigeant de Syrie, dont on discutera la légitimité dans une autre discussion, mais qui a quand même le bénéfice d'aller dans le sens de l'Occident et d'empêcher surtout ce régime criminel d'avoir le nucléaire. J'aimerais savoir quel est votre rapprochement avec votre équivalent de lutte pour un Iran démocratique aux États-Unis, parce qu'il faut quand même rappeler l'enjeu. Si le mouvement islamique d'Iran récupère l'arme atomique, il ne sera plus possible, comme pour le régime nord-coréen d'ailleurs, de pouvoir faire la moindre pression sur eux. Donc du coup, il y a un contre-la-montre qui est dessiné, que vous pouvez tout à fait observer dans des documentaires très bien faits. Quel est votre point par rapport à cette question stratégique cruciale qui finalement prend en ligne de compte l'ensemble de vos actions pour l'avenir de l'Iran? Merci Alban pour cette question. Afshin, vous voulez répondre?
Oui, si vous m'autorisez, Oui, je vous en prie. je vais être bref parce que je pense Oui, qu'on oui. n'a pas beaucoup de temps. Et merci à Alban pour ses explications. Et en fait, vous savez que le programme nucléaire du régime iranien, c'est le Conseil national de la résistance iranienne qui l'a dévoilé la première fois et qui a permis justement au monde de prendre conscience du fait et d'empêcher que le monde soit surpris par un régime obscurantiste doté en plus de la bombe. Et donc c'est grâce à cette révélation. Et ensuite, bien entendu, il y a eu des négociations. Ces négociations avec le régime qui ont abouti à un accord qui était un accord, à mon avis, extrêmement incomplet et qui a permis au régime de continuer, a été en fait négocié avec les Américains, les Européens, les Russes et les Chinois. Et donc, de ce point de vue, les Américains et les Européens se côtoyaient comme ils se côtoyaient au moment de l'arrivée de Khomeini, c'est-à-dire que les grandes puissances, les 5 puissances à l'époque, se sont mis d'accord pour, comment dirais-je, faciliter la venue de Khomeini en Iran parce qu'ils estimaient que c'est un moindre mal que Khomeini arrive en Iran, que dans leurs esprits, il y ait un mouvement révolutionnaire en Iran qui renverse le Shah. Aujourd'hui, je pense que nous, notre action, elle se situe au niveau des parlements, des représentants du peuple et non des gouvernements, parce que les gouvernements, ils cherchent leurs intérêts. Donc, de ce point de vue, aujourd'hui, nous avons en Europe une bonne compréhension dans les parlements en Europe, dans les différents parlements européens, un soutien de beaucoup de pays dont la majorité apporte leur soutien à la résistance iranienne. Aux États-Unis, de même, c'est-à-dire le Congrès américain, à sa majorité, a apporté son soutien au plan en 10 points de Mme Mariam Rajavi à la résistance iranienne, et de droite comme de gauche, en fait, de républicains comme démocrates. Et donc, c'est une pression qui est mise sur les administrations pour précisément cesser une politique complaisante à l'égard du régime des mollahs. Maintenant, pendant ces 47 ans, nous avons été maintes fois surpris par le manque comment dirais-je, de courage auprès des gouvernements en Occident à l'égard des mollahs. Donc, pour le renversement du régime, nous ne misons pas sur cela. Nous misons sur le mouvement qui, à l'intérieur de l'Iran, va finalement renverser le régime. Maintenant, tous nos alliés, nos amis, nos soutiens, simples citoyens jusqu'à parlementaires, nous aident à, comment dirais-je, faire obstacle à ce que on continue dans la complaisance. Maintenant, ce que je constate, c'est que à la fois l'Europe actuellement a un discours plus ferme à l'égard de l'Iran, notamment sur le nucléaire, les Américains également. Je compte, pour votre question, je compte là-dessus beaucoup sur nos amis congressmen américains qui ont adopté justement ces résolutions à la fois au Congrès et au Sénat pour essayer de faire en sorte de garantir à ce qu'on ne donne pas trop des concessions au régime des mollahs. Voilà. Effectivement, nous sommes en train de voir sur la page le site du Congrès américain qui montre cette résolution qui a été adoptée par la majorité des parlementaires américains. Vous avez aussi sur l'icône de discussion, si vous y allez, vous avez deux liens
Le premier, ce sont les 10 points de Madame Mariam Rajabi, le plan 10 points de Mariam Rajabi. C'est le lien qui vous dirigera vers le site du Conseil national de la résistance iranienne. Donc, vous pouvez voir en détail ce plan en 10 points et également le lien qui vous dirige vers le Congrès américain. Alors, je vais donner la parole. Merci, Afshin, pour vos explications. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je fais vite. Je vais donner la parole maintenant à Monsieur Pierre Morel. Bonsoir. Il faut rouvrir votre micro. Voilà. C'est bon. Oui. Je vous remercie pour ce webinaire. Je voudrais remercier aussi la jeune Mariam Azadi pour son témoignage. Je voudrais savoir, donc, vous avez dit qu'en fait vous aviez du mal à avoir des contacts avec des Iraniens qui n'étaient pas dans la résistance, mais qui étaient dans d'autres mouvements qui pouvaient être dans d'autres mouvements d'opposition, que le mouvement des Moudjahidines était diabolisé. Je voudrais savoir si vous avez eu des contacts avec les otages français qui ont été libérés, certains otages français qui ont été libérés suite à des marchandages. Si vous avez réussi à les contacter et si vous avez un bon retour de leur part. Alors, pour ma part, je pense qu'il est important de rappeler que sur notre page Instagram, nous avons reflété justement les discours de ces deux otages qui sont aujourd'hui sains et saufs et qui sont arrivés en France, mais qui saluent dans leur discours, ce qui est très très touchant, le courage des prisonniers politiques iraniens avec lesquels ils étaient co-détenus, notamment à la prison d'Evin. Notamment Behrouz Ehsani a été cité par l'un d'entre eux. Donc, après, si notre comité, je pense qu'on a eu l'occasion de parler avec eux, mais je laisse peut-être d'autres personnes si vous avez quelque chose à compléter à ce sujet. Je peux ajouter un mot. En fait, on les a croisés dans des manifestations en faveur de la libération des otages. Pas de contact particulier, mais ils nous ont toujours témoigné du fait que effectivement ils étaient très impressionnés par le courage de ces militants condamnés à mort qui ont été dans leurs cellules et qu'ils ont croisés et qu'ils connaissent, qu'ils ont passé des années avec eux, et donc ils sont témoins de leur humanité et de leur courage. D'accord. Effectivement, merci. Je vais donner la parole maintenant à Anne-Yvonne. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir, Anne. C'est ouvert. Anne, est-ce que vous avez... vous êtes toujours là? Bon. Il faut ouvrir le micro. Le micro peut être fermé. Il y a une autre personne qui ouvre le micro, c'est... Non? Bon, bah, je pense qu'elle a... Je pense qu'elle nous a quittés. Ah non, Yvonne, elle est toujours là. Elle est là. Yvonne. Il suffit juste de cliquer sur le micro, comme ça, votre micro est actif. Vous pouvez prendre la parole. Est-ce que vous souhaitez toujours parler? Bon, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? En attendant que... Excuse-moi. Je voulais juste dire que il y a Olivier Grandeau qui nous envoie une sorte de message en persan, et vraiment, moi, j'étais impressionnée par
la justesse de ses paroles en persan. Je crois que pendant 2 ans et demi en prison en Iran, il a appris le persan parfaitement. Et bravo pour son témoignage. Effectivement, oui, c'était un très beau message qu'il a passé en persan et ça nous a beaucoup touchés. Moi, j'étais très émue quand je l'écoutais. Et effectivement, il parlait de ses co-détenus également et de la colère qu'il avait face aux exécutions. La semaine dernière, il y en avait un qui avait été exécuté. Je n'ai pas retenu son nom, excusez-moi, mais justement, c'était juste avant son exécution qu'il a diffusé ce message en persan. Merci Simine pour avoir rappelé cela. Alors, si Anne, Yvonne, vous avez toujours pas réussi à ouvrir votre micro, on va peut-être terminer. Alors, on va essayer Il y a personne d'autre qui souhaite parler. Très bien. Alors, je voudrais juste rappeler que en tant qu'association de défense des droits humains, notre mission à nous est d'être à l'avant-garde du combat contre la peine de mort, en particulier pour défendre les droits des prisonniers politiques en Iran. C'est bon. Bonsoir Anne. Vous voulez prendre la parole maintenant? Non, on n'a toujours pas votre micro. Il faut ouvrir le micro. Nous vous entendons pas malheureusement. Ah, désolée. Alors, je disais que personne ne doit être exclu à cause de ses opinions. La campagne du comité parlementaire pour un Iran démocratique est, selon nous, un exemple fort de l'engagement des représentants du peuple français pour les droits des opprimés en Iran. C'est pourquoi nous faisons tout pour la soutenir. Les obstacles rencontrés par certains députés sous l'effet de manipulation ne visent qu'à renforcer la répression contre les prisonniers politiques. Nous devons donc redoubler d'efforts pour les sauver et nous comptons sur l'aide et la mobilisation de chacun d'entre vous. Merci encore pour votre participation. Merci aux intervenants, merci à Simine, merci à Afshin et un grand merci à Mariam pour son témoignage qui nous a vraiment beaucoup touchés et émus. Merci à tous et très belle soirée. Au revoir. Au revoir et merci. Au revoir.